Bonsoir, Elie Barnavi. Alors donc, on est hommage, effectivement, et sans doute en préparant cette séquence, j'ai pensé que ça vous allait assez bien, cet acronyme musée. Le musée, c'est votre affaire, vous vous occupez d'un musée de l'Europe à Bruxelles, on va bien sûr en reparler. Musée d'art et d'histoire, ben vous êtes écrivain, essayiste et avant tout historien. Musée d'art et d'histoire du judaïsme, toute votre vie consacrée aussi un peu, c'est un fil rouge, je pense, à l'attachement à la judéité, au monde juif, à la défense d'Israël. Donc l'hommage vous va bien, j'espère que c'est de bon augure pour cette petite conversation que nous allons avoir. Puisqu'il s'agit de vous mieux connaître donc à travers ce récit de votre vie, tel que vous nous l'a rapporté dans ces Confessions d'un bon à rien, paru cette année chez Grasset. Il faudrait qu'on s'arrête d'abord sur cette première phrase de ces Confessions, une phrase terrible finalement, et qui a pourtant sa part de vérité, selon votre propre expression. Alors voici cette phrase. J'ai souvent pensé et dit que je suis né grâce à Hitler. Vous avez découvert tardivement que vous n'étiez pas l'enfant unique que vous croyiez être après-guerre, mais que vous y avez eu un frère et une sœur avant-guerre qui sont morts dans la Shoah, qui ont disparu pendant la guerre. Après cette révélation que vous avez extirpée à vos parents, j'imagine qu'à l'âge de, je crois, l'adolescence, c'est quelque chose qui vous a sans doute marqué pour votre existence. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène où vous demandez à vos parents, à votre mère, je crois, de dire la vérité sur cette histoire qui était cachée jusque-là, qu'on vous avait cachée? Oui, c'est une entrée en matière extrêmement brutale. Je ne parle pas de nous ici, je parle de l'entrée dans le livre. Et c'est venu comme ça, je n'ai même pas réfléchi, si vous voulez. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec ce livre que je n'avais vraiment pas envie d'écrire. J'étais au milieu de me douter qu'un jour j'écrirais des mémoires. Et je me suis laissé convaincre, enfin je raconte tout ça. Et puis lorsque j'ai commencé, lorsque je suis entré dans cette aventure, très vite, l'envie, sinon le plaisir, est venu. Et je commençais à écrire dans une espèce de fièvre. J'écris très vite d'ailleurs, pratiquement sans rature. Et c'est tout naturellement que cette première phrase est arrivée, sans me demander mais comment vais-je commencer ce livre. C'est venu comme ça, comme si je voulais chercher une accroche, un point à partir duquel je pourrais dérouler le fil de ma vie. Et donc, j'ai dit ça, c'est évidemment absurde. Et en même temps, il y a une vérité, sans doute, dans la mesure où jamais mes parents, qui étaient déjà des gens assez avancés en âge, n'auraient eu un troisième enfant. Les deux premiers leur auraient suffi, je pense. Mais le mystère n'est pas là. Le mystère est qu'est-ce qui m'a poussé à dire une horreur pareille à ma mère. C'est ça, et ça, c'est une affaire que je n'ai toujours pas éclaircie. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement cruel. J'ai senti à ce moment-là le besoin de la secouer, peut-être parce que je voulais savoir des choses qu'elle ne m'a jamais dites, qu'elle ne voulait pas me dire. C'est vrai d'ailleurs aussi pour mon père. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir un certain nombre de choses, dont l'existence de ces frères et de cette sœur qui sont morts pendant la guerre et qui m'ont laissé à la fois, donc qui m'ont permis sans doute d'exister, mais qui m'ont laissé accablé, encombré de l'amour abusif des deux parents âgés qui sont passés par où ils sont passés et qui ont concentré sur moi leur vie. Et ça a été, je suppose, très difficile, mais j'ai une qualité, une arme secrète. Je suis le champion toute catégorie du refoulement. Croyez-moi, ça aide. Parfois, je n'y peux rien, il y a des choses qui affleurent à la surface,
Et c'est très mauvais. Et je remets aussitôt le couvercle, d'où mon antipathie très marquée pour la psychanalyse, pour les... Vous voyez, j'imagine qu'il y en a que ça aide. Si vous me permettez juste une petite anecdote, lorsque ma première femme, elle suivait une analyse, évidemment, une thérapie, une psychothérapie. Et à un moment, la psychologue en question a dit, je voudrais voir ton mari. Il paraît que ça se fait. Et donc, je suis allé la voir. Et après, je suis par ma femme que cette psychologue lui a dit, lui, je ne veux plus le voir. Parce que c'est Qu'est-ce qui s'était passé? Rien, c'était vu de mon côté, c'est une conversation très agréable et assez drôle. Et vu de son côté, professionnellement, ça devait être une catastrophe absolue. Alors, on s'est beaucoup fréquenté après, nous sommes devenus amis, mais pas professionnellement. Alors, sans faire votre psychanalyse, malgré tout, la sensation de pouvoir ne pas avoir de droit à l'existence ou de pouvoir ne pas avoir été, c'est quand même quelque chose qui doit marquer dans une vie ou pas. On dit toujours que l'incipit d'un livre, ça donne le sens du livre, le point de vue de l'auteur. En quoi quand même ça peut donner les clés, cette histoire, de votre comportement, de votre façon d'être dans l'existence? Non, je suis tellement persuadé que nous naissons tous par hasard que je ne me sens pas du tout particulier de ce point de vue-là. Il se trouve qu'ici, le hasard peut être un peu plus brutal. Mais je comprends pourquoi la psychanalyse ne voulait plus vous voir. Nous aurions tous pu ne pas être là. Et j'ai un secret à partager avec vous. Il y aura bien un moment où nous ne serons plus là. Et donc, j'essaie, sans trop y penser, de faire de ma vie quelque chose dont je ne sois pas honteux. Le but, c'est ça, si vous voulez. Agir de manière à donner un sens à cette existence, laquelle philosophiquement n'en a peut-être aucun, je n'en sais rien. Et l'une des vertus de ce livre pour moi, peut-être sa seule vertu, c'est que quand vous regardez un peu votre existence, en tout cas ça a été mon cas, c'est une affaire assez confuse. C'est un puzzle très, très mal fichu. C'est très compliqué à comprendre. Il est fait de pièces et de morceaux. Et quand vous écrivez, eh bien à ce moment-là, vous êtes obligé d'introduire de l'ordre dans ce chaos. Et du coup, oui, votre propre existence, ma propre existence, prend du coup un sens. Et ça j'ai trouvé ça extraordinairement gratifiant parce que, voilà, je suis un écrivain professionnel, donc je sais comment dresser un plan. Et je me suis aperçu, peut-être un peu au forceps, je n'en sais rien, que toutes les pièces de mon existence tombaient d'une certaine manière à leur place et que tout ça faisait à peu près sens. Alors je ne sais pas si c'est... Voilà, effectivement, on retrouve une continuité dans ce livre qui se lit vraiment comme vous l'avez écrit, d'une seule traite. Je voudrais quand même juste rester encore là-dessus parce que j'ai été frappé par le parallèle entre ce que vous dites sur vous-même et la création de l'État d'Israël. On dit, sans la Shoah, pas d'État d'Israël. Est-ce que c'est votre opinion d'historien? Très profondément, oui, je le pense. Alors, tout le livre est bâti comme ça, vous l'aurez remarqué, une espèce de dialogue incessant entre ma vie et entre la petite histoire et la grande histoire, en quelque sorte. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, il est d'usage de parler d'un genre qui s'appelle l'égo-histoire, vous savez. Et c'est en fait un exercice d'égo-histoire. Et donc, si je ne parlais que de moi-même, ça n'aurait pas grand intérêt. Je ne suis pas Rousseau ni Saint-Augustin. Mais s'il y a intérêt dans ce livre, c'est parce que, justement, il y a ce dialogue avec l'histoire. Et Israël est effectivement l'un des chapitres qui me passionne le plus. Et je suis convaincu, évidemment, je ne peux pas le prouver, l'historien
est un savant qui ne peut pas aller dans un laboratoire et refaire une expérience. Mais je suis persuadé que la Shoah a permis effectivement la création de l'État d'Israël, parce qu'il a permis, il a assuré les conditions de la transformation d'une idéologie en quelque chose de concret. Alors, on n'est pas là pour dérouler cette affaire-là. Mais si vous voulez, du point de vue, non pas de la philosophie de l'histoire, mais je dirais de la poésie de l'histoire, quel extraordinaire contrepoint, si vous voulez, que tout de suite après la plus grosse catastrophe qui soit jamais arrivée à un peuple, le plus grand massacre de l'histoire, il y est dans la foulée. Et grâce à cette affaire-là, cette renaissance nationale, il y a un homme qui était très conscient de ça, c'était Ben Gurion, qui s'est servi consciemment. Il s'est servi des victimes comme briques pour construire l'État juif. Et beaucoup le lui ont reproché, évidemment, quel cynisme, quel machiavélisme. Moi, je trouve qu'il avait raison. Alors, avant de poursuivre, Elie Barnavi, je voudrais qu'on reste encore quelques instants au début du livre et même dans l'avertissement. Alors, l'avertissement, vous nous expliquez pourquoi vous avez renoncé à un projet d'écriture, une biographie d'Agrippa d'Aubigné, c'est un échec éditorial que vous dites avoir compensé. Qui aurait passionné les foules. Voilà, que vous dites avoir compensé par l'histoire de votre vie. Bon, on va dire tant mieux, finalement, peut-être. Cet Agrippa d'Aubigné, comme on le sait, est né au XVIe siècle. C'était un calviniste, un homme intransigeant, un homme de guerre qui va s'illustrer par sa violence, ses provocations verbales. Bref, grand poète. Vous dites vous-même qu'il concentre toutes les passions de son temps. Bon. C'est un peu l'anti-Elie Barnavi. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce sujet-là, vous vous êtes substitué à ce sujet d'Agrippa d'Aubigné? Et je pose la question annexe, pourquoi avoir toujours finalement travaillé sur des sujets qui ne vous ressemblaient pas? Ce sont deux questions très différentes. J'ai choisi comme champ d'étude le XVIe siècle européen, notamment français, parce que je me suis intéressé au phénomène de la guerre de religion, de la religion radicale, pour une raison très simple, c'est que nous y allions. Je sentais que nous allions être en plein dedans. Et que je conçois l'histoire comme une méthode pour comprendre ce que nous sommes, pour comprendre notre temps. Je raconte toujours, jusqu'à me fatiguer moi-même, que quand j'ai publié mon premier livre, qui était tiré de ma thèse de doctorat, ici en Sorbonne, je l'ai appelé Le Parti de Dieu. Et juste après cette publication, un parti est né au Liban, au sud-Liban, qui s'est appelé le Parti de Dieu. Hezbollah, en arabe, veut dire le Parti de Dieu. Et je trouvais cette correspondance par-dessus 5 siècles, absolument parlante, absolument intéressante. Parce que je retrouve j'en ai qui... Voilà, c'est la concordance des temps, j'allais dire. Exactement, c'est la concordance des temps. Il y a, si vous voulez, deux races d'historiens de ce point de vue-là. Il y a ceux qui pensent que il ne faut pas trop comparer, il faut s'occuper de son champ d'études, de ne faire que ça. Moi, je suis pour étudier la permanence, parce que je crois que l'esprit humain a un fonctionnement qui, de certains points de vue, est récurrent, si vous voulez. Et donc, voilà, je me suis intéressé à Agrippa d'Aubigné, parce que c'est un personnage hors norme. C'est vraiment un type plein de sève, qui est excessif, qui est l'un des grands poètes du XVIe siècle, on a oublié cela, mais qui est aussi un combattant, qui est un fanatique religieux, c'est un protestant, c'est un conseiller du prince, du futur Henri IV, puis d'Henri IV. Bref, et puis il ne s'arrête pas de vivre. Enfin, il vit jusque tard dans le XVIIe siècle, ce qui fait peut-être qu'il a été un peu perdu de vue, parce qu'il était devenu complètement démodé. Vous savez, comme ces grands vieillards qui vivent trop tard, et dont le style ne convient plus à l'époque où ils s'entêtent
quand même de vivre. Et donc je me suis dit, ce serait un très beau sujet. Et puis il m'est arrivé un malheur. J'ai découvert une biographie de lui très bien faite. Et ça m'a un peu, perturbé. Et puis je me suis dit, tant pis, j'en ferai un roman historique. Et je commençais à faire un roman historique. Ça ne démarrait pas. Je l'aurais fini, parce qu'on finit quand on commence quelque chose, on finit. Mais j'étais pas. Et pendant ce temps-là, cet ami Olivier Rubinstein me tannait de faire. Et je dis, bon, allez, je vais essayer. Et bien, c'est comme c'était le Covid et qu'il n'y avait rien d'autre à faire, je me suis mis et ça a marché. Du moins, en ce qui me concerne, ça a marché. Voilà comment Elie Barnavi s'est substitué à Agrippa d'Aubigné. Ouais. Vous ne répondez quand même pas tout à fait à la question. Pourquoi est-ce que votre centre d'intérêt, très souvent, ça a été l'extrémisme religieux, la manière dont le religieux investissait le politique pour la violence? C'est parce que... Pour comprendre, mais parce que l'histoire est tragique, c'est la tragédie qui est intéressante. Je voulais faire une étude. Moi, un ami plus âgé que moi a fait une étude très fouillée du personnel du Conseil du Roi sous Louis XI, et sous Charles VIII et Louis XII. C'est formidable, c'est intéressant. Vous auriez pu, par exemple, choisir un sujet sur l'émancipation, sur la Révolution, sur le progrès, etc. Vous avez quand même choisi votre ennemi, finalement, enfin, ce que vous rejetiez. J'ai choisi quelque chose qui me paraît être d'une terrible actualité. C'est ça qui m'intéressait. Je voulais comprendre comment pense et comment sent un fanatique. Et pour cela, il me fallait le XVIe siècle. Et croyez-moi, j'ai beaucoup étudié mes fanatiques à moi, chez moi. On va en dire un mot tout à l'heure. Ce sont des frères. De la même manière qu'ils s'entendent très bien avec les fanatiques de l'autre côté, le Hamas, le djihad islamique. Ils tiennent exactement le même langage. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont ces permanences-là. Et l'histoire est tragique. Vous savez, quand j'ai lu une interview dans Haaretz de Jonathan Little, vous savez, l'auteur de Bienveillante, que j'estime être vraiment un grand roman. Et le journaliste demande, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé aux bourreaux et non pas aux victimes? Et il a dit, les victimes ne sont pas intéressantes. Je m'intéresse aux bourreaux parce que le bourreau a le choix. Et je m'intéresse au problème du choix. Et je trouve que c'est une réponse intéressante. À l'époque, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, j'ai lu un roman de Philip Roth qui s'appelle L'Opération Shylock, où un écrivain pour qui j'ai énormément d'estime et d'affection, qui est Ron Apfelbelt, il dit exactement le contraire. Il dit qu'il faut s'intéresser aux victimes. Moi, je m'intéresse aux victimes. Ils ont tous les deux raison. En tout cas, moi je m'intéresse aux phénomènes historiques qui me paraissent importants et qui me donnent, je crois, par rapport à beaucoup de gens, une longueur d'avance parce que je comprends la manière dont ils fonctionnent. Revenons peut-être à vous, plus précisément votre vie, Elie Barnavi. Peut-être un petit mot de vos parents tout de même, avant de dérouler votre parcours. Votre père, issu d'une lignée de rabbins russes, qui est devenu sioniste après avoir combattu dans l'armée rouge, donc pendant la guerre, et votre mère qui venait de Moldavie. Et la guerre, finalement, fut pour ce couple une épreuve dont il ne s'est pas vraiment remis. Mon père, c'est une histoire juive d'Europe de l'Est, une histoire à la Bachewizinger, si vous voulez. Vous voyez, ce sont des générations de jeunes gens qui sont passés par les écoles traditionnelles. Ils se destinaient, il aurait dû être, logiquement, il aurait dû être rabbin comme son grand-père, mais son père déjà était en rupture de banc. Il avait 20 ans ou 22 ans quand il est sorti de religion, il s'est mis à fumer le Shabbat et il est devenu instituteur et révolutionnaire. C'est un idéal type, si vous voulez. Il y en a eu énormément comme ça dans ces contrées-là.
Et mon père a suivi ce chemin, et donc il est devenu lui aussi, il était communiste. Et c'est la guerre qui est la guérite du communisme. Parce que ce qu'il a vu dans l'armée rouge, c'était pas un général, hein, c'était un petit capitaine, mais ce qu'il a vu l'a horrifié. La bêtise, la brutalité, le mépris de la vie humaine. Et lui qui avait été donc communiste et antisioniste, comme tous les communistes étaient, est devenu pendant la guerre sioniste. Après la guerre, il n'a eu de cesse de partir aussi vite que possible. Pour des raisons diverses, il n'a pas pu s'en aller tout de suite, mais c'était ça l'idée. Ma mère n'a pas eu de ces débats internes, c'est une autre famille, une autre façon, et surtout une autre personnalité. Et j'essaie de raconter du mieux que je peux, de la manière dont j'ai pu reconstituer ces parcours. Et vos rapports un peu difficiles, on va dire, avec votre mère. Très difficile. On renvoie au livre, on ne peut pas parler de tout. La Roumanie, qui vous a vu naître, vous en gardez des souvenirs un peu épars, fragmentés, plutôt désagréables. Ben, vous êtes quand même resté jusqu'à 14-15 ans. La Roumanie était une étape pour mon père. C'est-à-dire mon père, bon, après la guerre, il va là-bas. Comme il est des confins, il est né dans les confins de la Bessarabie et de l'Ukraine. Il dit pourquoi pas la Roumanie, puisque les communistes n'y sont pas, et donc on pourra partir plus facilement de là-bas. Et le communiste le rattrape, il ne peut pas partir. Et donc j'ai des souvenirs d'un exil. C'est-à-dire mon père ne supportait pas le pays, il trouvait qu'il était entouré d'antisémites et d'abrutis. Il n'avait qu'une idée, c'est de s'en aller, mais on ne pouvait pas, parce que, vous savez, partir de là-bas, c'était compliqué. Et pendant un long moment, pendant des mois, on l'a jeté en prison pour cosmopolitisme. Il faut savoir que cosmopolitisme, ça veut dire sionisme. On pensait le perdre, ma mère et moi, finalement il est revenu. Et l'idée donc de vivre en Roumanie comme dans un pays qui serait le sien ne lui était jamais venue. C'est pour ça que j'ai un sentiment d'étrangeté, si vous voulez. Je n'ai pas du tout... J'ai des amis qui sont venus du Maroc ou d'ailleurs. Ils ont une nostalgie, ils ont... Moi, rien. Ouais. En général, les juifs roumains, c'est quand même assez partagé, je pense, comme sensation. Oui. Mais vous parlez un français parfait. Bon, je vais dire un mot de votre accent. Parce que d'où vient-il cet accent? Il n'est pas vraiment roumain. Non. Il y a une orthophoniste qui a voulu vous le supprimer, qui vous a dit vous allez parler à un Parisien pur sucre en quelques semaines, et vous avez dit non, finalement. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Est-ce que vous l'avez aussi en hébreu, cet accent? Ça, je n'en sais rien. Je ne crois pas. En fait, mon accent français, je l'ai un peu cultivé, je dois dire. Parce que c'est vrai que cette amie, qui est une amie très proche, elle m'a dit 3 semaines, et tu parles comme moi. Et j'ai peu de patience pour les gens qui singent, vous savez, qui sont plus français que les Français. Je tiens beaucoup à parler bien la langue, à la maîtriser, mais je ne tiens pas à faire comme si j'étais d'ici. Et donc je préfère garder, appeler ça de la coquetterie si vous voulez, peu importe. Mais je trouve que j'ai des amis israéliens qui sont venus ici, qui se sont établis en France et qui se sont mis à parler avec l'accent de Paris, alors que le français n'était pas terrible. J'ai dit, bon, ça ne va pas du tout. Ça. Et donc, mais vous avez raison. Vous avez raison de parler de ça qui est un détail en apparence sans importance. Mais il fait partie de quelque chose qui est pour moi très important. C'est la quête d'une certaine authenticité. C'est-à-dire essayer de ne pas mentir aux autres, ce qui est facile. Essayer de ne pas se mentir à soi-même, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je dis que tout ce qui est dans ces livres, toute la vérité n'y est pas, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Mais tout ce qui y est vrai. Ou du moins, je l'ai vécu comme vrai. Et je pense que si vous me permettez une parenthèse,
C'était ma politique aussi en tant qu'ambassadeur. Ne jamais mentir. Ne pas dire tout ce que l'on sait, parce que ça, c'est une catastrophe. Mais ne jamais mentir. Parce que ça se sent et ça se sait. On va bien sûr dire un mot tout à l'heure de ce passage à Paris d'ambassadeur. Bah, ne jamais mentir en même temps. Je suis peu discipliné. Oui, non, mais je vous remets dans le droit chemin. Mais en même temps, finalement, puisqu'on parle de ça, ça vous a aussi peut-être empêché de faire une vraie carrière politique, le fait de ne pas être capable de mentir. Comment un peu, complètement. Mais oui, puisque je raconte que j'ai vraiment essayé. C'est-à-dire, il y a eu une période dans ma vie, j'étais très jeune, où j'avais pour projet de vie de faire une carrière politique. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Enfin, je me suis agité. J'ai très vite compris deux choses. Un, si on s'accroche, on réussit. On réussit peut-être pas à être président de la République. Mais si on est moyennement intelligent et pas antipathique, on sera ministre. Ça, c'est garanti. Il faut pour cela s'accrocher à quelqu'un qui a du pouvoir et se rendre indispensable. Et ça, j'ai très vite compris comment les ficelles du métier, si vous voulez. Et effectivement, je suis arrivé assez haut dans l'appareil du parti. C'était le Parti travailliste à l'époque. Le Parti travailliste. Oui, à l'époque, il y avait un parti travailliste. Du temps où il y avait un parti travailliste. Et la deuxième chose que j'ai comprise très vite, c'est que j'en étais incapable. Pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est pas ça du tout. Pas parce que je suis incapable de mentir. Vous savez, il y a des politiques qui ne mentent pas. J'en ai connu. Ah bon, vous allez donner des noms tout à l'heure. Oh non, et qui sont des gens extraordinairement honorables. C'est une caricature que d'imaginer que être politique, même à un niveau important, c'est être nécessairement malhonnête. Ce n'est pas vrai. Mais surtout, je n'étais pas taillé pour ça. Ça m'ennuyait profondément. Et ça, si on n'arrive pas à s'amuser un peu, quand je suis obligé de me retourner vers Jean-Noël Jeanneney, qui a été ministre, qui a joué un rôle politique important, mais il n'a jamais fait que ça. Il s'est toujours débrouillé. Et or, le secret, c'est ça. Si vous plongez, si vous avez une véritable ambition politique, qui est le pouvoir, et c'est une drogue, à ce moment-là, vous ne faites que ça. Mais si vous n'avez pas cette drogue-là, si vous n'êtes pas sensible à ça, il vaut mieux faire autre chose. Ou alors essayer de faire les deux. Et à un sens, je fais les deux, puisque l'ambassade était aussi un poste politique, finalement. Et à un sens, je fais les deux. Mais je n'aurais jamais pu, ça j'ai compris très vite, je n'aurais jamais pu faire une carrière purement politique. On revient à l'histoire. Pour le malheur d'Israël, d'ailleurs. Ouais. C'est dommage. Bah oui, c'est sûr, certainement. On revient à votre histoire. Un jour du printemps 1961, donc, vous aviez une quinzaine d'années. Votre famille reçoit enfin le fameux certificat de voyage qui vous permet tant attendu, donc depuis longtemps, comme vous l'avez dit, qui vous permet d'aller en Israël. Vous faites votre alia depuis Bucarest, bon, après un petit détour en Europe. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, à cette époque, adolescent, ce déplacement? À la fois la réalisation d'un rêve vrai. Vous savez, moi, j'ai eu une éducation par mon père très sioniste. C'est-à-dire, le but pour nous, c'était d'aller là-bas. À tel point qu'on se parlait hébreu à la maison. Mon père était passé par les écoles, le réseau d'écoles hébraïques. Il parlait bien l'hébreu. Après, je me suis aperçu en Israël que c'était un hébreu un peu archaïque. Mais il parlait hébreu. Et donc, on a parlé hébreu ensemble. Donc, pour moi, c'était de manière un peu... Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'allais chez moi. C'était ça. Ce n'était pas un sionisme théorique. C'était quelque chose d'extraordinairement charnel. J'avais lu tout ce qu'on pouvait lire à ce moment-là sur Israël, sur ses paysages, sa géographie, sur son histoire. Donc, mon intégration à moi a été aisée, relativement aisée. Parce que le côté extraordinaire de la chose, c'est que vous aviez cette sensation avant de partir, et quand vous êtes arrivé à Haïfa,
un jour de Khamsin où vous êtes très chaud. Vous êtes senti immédiatement chez vous. Absolument. Donc ça a fonctionné parce que vous auriez pu avoir un rêve. Et puis, ça n'a pas fonctionné pour mon père. Mais alors pas du tout. Pour ma mère, c'est encore autre chose. Mais pour mon père, c'était un terrible déclassement et une terrible déception. C'est pas comme ça qu'il voyait le pays. Bon, on n'avait pas le même âge. Et il n'était pas prêt, rien ne le préparait à ça, à ce qu'il a découvert. Et ce qu'il a découvert, c'était un pays rude, aride, où les rapports humains étaient rugueux, étaient difficiles. La société la moins policée au monde, sans doute, à l'époque, elle était, pour des raisons qui peuvent s'expliquer historiquement, sociologiquement. Ils ne les trouvaient pas très raffinés, les Israéliens. Donc, il est tombé, oui, il trouvait que c'était une société de barbares. Et donc lui, en plus, c'est un déclassement économique, professionnel, sur tous les plans. Pour lui, c'était pas... Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, tellement on était conditionné, il était très nationaliste. Il était beaucoup plus nationaliste que moi. Moi, je ne l'ai jamais été. On en reparlera peut-être. Lui, oui. Il ne supportait pas la critique de ce pays. Alors que Dieu sait si je savais, moi, qu'il souffrait intérieurement et que parfois il revenait pratiquement les larmes aux yeux parce qu'il a manqué de respect, parce qu'il tombait sur des jeunes malotrues, enfin, des choses qu'il ne supportait pas. Ce qui vous fait dire d'ailleurs que parfois, quand les séfarades trouvent qu'ils ont été maltraités en arrivant, vous dites que c'est vrai aussi finalement pour une forme de... Tout le monde était maltraité. Tout le monde était maltraité, c'est comme ça. Alors, pour construire un pays à partir de rien... C'était les fameuses briques de Ben Gurion, finalement, dont vous nous parliez. Nous étions des briques de Ben Gurion. Alors, et encore une fois, il avait raison. Pour vous, vous étiez encore malléable, finalement, et votre éducation israélienne, vous l'avez commencé dans un kibbutz, dans le nord du Negev, kibbutz d'intégration. C'est là, dites-vous, que la passion politique s'est emparée de vous. En tout cas, vous vous êtes socialisé, vous avez grandi, vous êtes hébraïsé aussi dans ce lieu. Ça a contribué à vous replacer aussi dans l'histoire juive. Ça vous a mis dans la mue pour entrer dans l'hébraïté, on va dire, cette expérience du kibbutz. C'était une expérience assez brève, puisqu'elle n'a duré qu'un an, mais elle était déterminante. Parce qu'effectivement, physiquement et moralement, je suis entré un gamin, un enfant, je suis sorti un jeune homme. J'ai appris énormément de choses, y compris sur le plan purement physique. Mais il y a eu aussi cette socialisation politique que vous évoquez, qui est très importante. C'est un kibbutz de Hashomer Hatzaïr, c'est-à-dire de la gauche travailliste, du MAPAM, très socialiste, presque communisant. Pas presque, tout à fait. Le kibbutz, c'était une société communiste. Et donc, il y avait une part d'endoctrinement évidente. Mais ça vous plaisait quand même, et au point de dire que vous vouliez y rester. Vous seriez peut-être resté si vous aviez beaucoup. Le choix. J'adorais ça, la vie du kibbutz. Il y avait une liberté absolument extraordinaire. Je découvrais beaucoup de choses. Et puis, j'ai découvert la politique. C'est-à-dire on était en plein procès Eichmann. On en parlait énormément. Et j'ai appris à travers les discussions avec les instructeurs, j'ai fait une espèce d'école politique accélérée. Le kibbutz, c'était ça. Alors, il a quand même fallu faire des études, en tout cas, votre oncle, je crois, y veillait particulièrement. Et vous voilà au lycée de Beersheva, après cette année de kibbutz. Oui, votre scolarité se passe très moyennement, on va dire. Comment ça, moyennement? Et la directrice... Elle ne se passe pas du tout. La directrice du lycée va dire à votre oncle, « Ah, celui-là, c'est un bon à rien. Il faudra lui dénicher une institution à poigne, sinon ça finira mal pour lui. » Réplique fameuse. Donc, mais pourquoi il a dit ça? D'abord, elle a mis du temps à me localiser, parce qu'elle ne savait pas. Et puis, quand elle a compris de qui il s'agissait, c'est là qu'elle a sorti cette fameuse phrase. À l'époque, elle n'avait pas tort. Je dirais.
Et c'est qu'elle ignorait, cette bonne femme. C'est que même là, ça a été une école de vie. Parce que je fais des choses qui ne sont pas tout le temps, pas aisément racontables. Mais j'ai énormément lu. De perdre mon temps avec les âneries qu'on vous raconte en classe. Moi, je me suis fait une culture, j'ai continué à me faire une culture littéraire et je n'ai pas du tout perdu ce temps. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas rester là, il fallait bien trouver autre chose. Alors votre oncle a trouvé l'institution à Poigne et c'était le collège Saint-Joseph de Jaffa, où finalement, dans ce collège, vous ne vous êtes pas senti si mal, alors que ça devait être une institution qui était censée vous remettre d'aplomb droit, vous rompre avec l'indiscipline que vous manifestiez à Beersheba. Pourquoi vous vous êtes senti bien dans ce collège de Jaffa, qui était un collège catholique? Oui, enfin, bien sûr, c'était un collège catholique, mais ce n'était pas si catholique que ça. C'est-à-dire, nous, personne ne nous a parlé de religion dans ce collège-là. Il y avait d'ailleurs parmi les élèves, il y avait de tout. Il y avait des fils de diplomates, il y avait des Arabes de Nazareth et d'ailleurs. Il y avait toutes choses. Et pas mal d'Israéliens comme moi. Et donc, tout ce monde-là vivait tout compte fait en très bonne intelligence. Et il y avait une certaine discipline formelle, oui. C'était une école à Poigne, mais qui laissait quand même des marges de manœuvre assez importantes. Et moi, j'ai trouvé ça sympathique. J'aimais bien. D'abord, j'ai découvert la France. C'est cette école-là qui a déterminé finalement mon avenir professionnel, et pas seulement professionnel. J'ai découvert avec ravissement ce que je savais très très mal. En fait, j'avais des rudiments de français parce que mon père m'avait fait faire du français quand j'étais petit, donc je savais un peu, mais c'était rien par rapport à ce que cette école m'a donné. Elle m'a acculturé. Et en même temps, il m'a offert, c'est le paradoxe, la culture hébraïque, puisque je fais 2 bacs, je fais aussi des études, des études normales. Et donc, je me sentais à la fois un peu excentré, mais tout à fait dedans. C'était finalement une très bonne expérience. Alors, après le lycée, il y a eu l'armée, comme c'est le cas souvent en Israël. Mais avant cela, quand même, je voudrais m'arrêter sur votre décision de changer de nom. Un changement de nom, c'est quand même important. C'est un petit changement d'identité. Alors j'explique quand même, oui. Parce que votre patronyme, c'était Shkolnik. Hein, vous vouliez prendre un patronyme hébraïque, et plutôt que de prendre Eshkol, qui aurait été assez naturel finalement, vous avez repris le nom de jeune fille, donc de votre mère. Alors Barnavi. Alors Barnavi, il faut dire que ça veut dire fils de prophète. Oui. Avec Élie à côté, qui est celui qui va annoncer la venue du Messie. C'était quand même un signe que vous entriez peut-être dans une autre identité, Élie Barnavi. Quel est le problème? Non, en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'était pratiquement obligatoire d'avoir un nom hébraïque. Mon père s'appelait Shkolnik, veut dire en russe élève, étudiant. C'est-à-dire l'équivalent russe de Talmid Chacham, en fait. C'était un nom de bédo de synagogue, quoi. Eshkol, auquel vous faites allusion, le Premier ministre, s'appelait Shkolnik aussi. Donc je voulais éviter de prendre le nom du Premier ministre, du futur Premier ministre, qui était déjà un politicien important. Et il y avait cet oncle qui portait son... qui me couvait, qui m'avait pris sous son aile, et qui, lui, avait trouvé son nom dans la famille. Il ne l'avait pas cherché, parce que franchement, si j'avais dû inventer un nom de famille, je n'aurais pas inventé celui-là. C'est vrai que ça fait un peu se hausser du col. Mais c'était un nom qui m'était familier, qui était le nom de la famille. Vous connaissez la signification, évidemment. Je connaissais la signification, ouais. Et donc j'ai emprunté comme ça. Alors, est-ce que ça a plu à mon père? Non, ça n'a pas plu. Mais j'étais jeune, fougueux, stupide, comme on est souvent à cet âge. Je n'ai même pas pensé. Et ce n'est qu'après, beaucoup plus tard, que j'ai compris la peine que ça a dû lui causer quand mon fils m'a fait le même coup. Mais ça,
Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Remarquez, on peut en parler tout de suite. Je voulais en parler plutôt vers la fin. Mais bon, puisqu'on y est, effectivement, votre fils a décidé de changer de nom et de reprendre le nom de mon père. Le nom de votre père. Il a décidé de reprendre le nom de mon père. Alors là, vous comprenez pourquoi il a fait ça? Oui, hélas, oui, je comprends très bien. Oui, ben évidemment, et c'est un positionnement par rapport à moi. Oui. Et vous, c'était pas la même chose? Non. Ah bon. Non, pour une raison très simple, c'est que mon père était un homme qui avait énormément de qualités, qui s'est battu avec beaucoup de courage, qui était couvert de médailles, mais qui était d'une faiblesse insigne. Et donc, je n'ai jamais pu me mesurer à mon père. Mon problème avec mon père, c'est que je ne pouvais pas me mesurer à lui, et j'enviais des camarades qui avaient des pères tyranniques. Et eux m'enviaient moi pour avoir un père gentil, adorable. Cool, comme on dit. On n'est jamais heureux de ses parents, et mon fils apparemment n'a pas été heureux de son père, bien que je vous rassure. Vous n'avez pas été un père tyrannique? Non, mais il me trouvait pas assez présent, intellectuellement arrogant, pas assez laudateur. Il avait des choses à me reprocher. Alors, j'ai des relations très affectueuses avec mon fils. C'est pas d'autant plus que maintenant, il m'a donné des petits-enfants. Donc, je n'ai rien à lui reprocher. Mais il s'est positionné par rapport à moi, et il est allé jusqu'à faire ça, qui est un petit parricide quand même. Moi, ça m'a déstabilisé, cette histoire-là. Enfin, bon, il a eu beau jeu de vous dire que vous aviez fait quand même la même chose à votre père. C'est ce qu'il vous a dit, j'imagine. Oui, il n'aurait pas dû d'ailleurs. C'était inélégant de me rappeler ça. Enfin, il l'a fait quand même. Alors, août 64, Elie Barnavi, vous avez 19 ans. Et naturellement, vous allez, donc c'est l'âge de l'armée, d'aller à l'armée. Et naturellement, vous choisissez une unité combattante, parachutiste. C'était le bon choix, dites-vous. Pour quelle raison c'était le bon choix de s'engager dans ces unités? C'était le bon choix. Je me replace à l'époque. Je raconte ça avec un peu d'ironie, n'est-ce pas? C'était un bon choix parce que dans l'immédiat, on jouit d'un immense prestige. C'est-à-dire, on échappe aux corvées des militaires normales, de casernes. On est sur le nuage, jusqu'à ce qu'on comprenne ce que cela veut dire, jusqu'à ce qu'on soit pris en main véritablement et que l'armée vous fasse comprendre qu'on n'est pas là uniquement parce qu'on a des bottes rouges et un béret rouge, mais que c'est... Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Mais c'était déjà trop tard. Vous étiez encore dans l'armée quand la guerre des 6 jours a éclaté, juin 67. Alors, je vous cite, là, page 95 du livre. « J'avais 20 ans. J'ai été l'un des premiers à atteindre le mur des lamentations. J'avais eu la chance inouïe de participer à quelque chose de grand et ne doutais pas une seconde que le droit, un droit absolu, indiscutable, était du côté de mon pays. Moi qui ne crois ni en Dieu ni au diable, j'ai tremblé d'excitation en entendant grésiller dans les talkie-walkie « Le mont du temple est dans nos mains ». Ah, j'imagine que cette scène-là, vous la gardez en mémoire. Oui. J'ai encore le timbre de la voix de Motagour, du commandant, du général Motagour dans les oreilles. Alors je raconte, j'essaie de comprendre, de me rappeler avec précision quels étaient mes sentiments à ce moment-là. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas aussi simple. Et plus les années sont passées, et plus elles sont devenues compliquées, jusqu'à devenir simples de nouveau, mais pas comme je l'entendais à l'époque. Alors, vous savez, notre maître à tous, Marc Bloch, disait que l'anachronisme était le péché suprême de l'historien, péché suprême ou péché, je ne sais plus comment il a dit ça. Et ce serait anachronique de dire que j'ai compris tout de suite qu'il y a là un autre problème qui nous attend. Pas du tout. Je n'ai rien compris. J'étais pris par une espèce par la vague d'enthousiasme et de soulagement qui a balayé tout le peuple d'Israël. Je fais partie de cela jusqu'au bout. Mais, heureusement que nous sommes des êtres pensants. Après, j'ai réfléchi. Tout le monde ne l'est pas, d'ailleurs. Et je ne suis plus du tout dans ce trip-là. Et très vite, je n'étais plus dans ce trip-là. Ouais, c'était comme ça. Vous vous demandez qu'avons-nous fait de notre victoire? Alors, de cette victoire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
après la guerre Ce qu'il aurait fallu faire de cette victoire, c'est ce que Eshkol, le Premier ministre, le ministre de la Défense, a dit tout de suite qu'on ferait. Il a dit, nous n'avons pas fait la guerre pour des territoires, nous gardons ces territoires comme un atout, comme une carte pour la paix. Donc, concrètement, ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu garder ces territoires militairement, c'est que le droit international d'ailleurs admet très bien, ne pas y laisser un seul colon et attendre qu'effectivement les conditions soient mieux pour la paix avec les Arabes. On n'a pas fait ça. On va parler de la suite. On n'a pas fait ça. Alors, il y avait autre chose à faire. On l'a su petit à petit après. Des Palestiniens, et pas des moindres, ont compris qu'il y avait là la chance de se débarrasser du régime hachémite et d'avoir un État à eux. Et ils ont envoyé des émissaires à Dayan pour lui dire c'est le moment de faire ça. Vous nous avez libérés des hachémites, laissez-nous nous libérer de vous et laissez-nous avoir un État palestinien à vos côtés. On connaît la suite. On va dire un mot évidemment de ce qui se passe en ce moment. Mais revenons encore à votre parcours, puisque après l'armée, ce sont donc les études supérieures, études d'histoire, donc à l'université de Tel Aviv et de Jérusalem, avec d'emblée donc cette attirance pour le XVIe siècle dont vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est là que vous avez reçu vraiment votre formation d'historien, votre vocation d'historien s'est confirmée. Et puis vous venez en France, donc en novembre 71 pour y faire votre doctorat. Donc, je rappelle votre sujet de thèse, quand même, une étude sociale et politique des chefs de la Ligue, cette organisation ultra-catholique apparue dans la dernière phase des guerres de religion. Ce que vous trouviez facilement, c'était donc l'usage du politique et du religieux, de la religion comme idéologie partisane. Et à ce moment-là, effectivement, vous aviez pressenti. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous en êtes en 71, vous pressentiez que le conflit israélo-palestinien allait devenir un conflit également politico-religieux? Et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème-là? Oui. Là, il n'y a pas de doute. J'en ai parlé autour de moi et ça me fascinait parce qu'en lisant tout ce qu'on pouvait lire à Tel Aviv sur les guerres de religion françaises, et on avait pas mal de choses. Et notamment sur ce parti, c'est ça qui me fascinait, c'est que les ligueurs parisiens, les catholiques extrêmes parisiens ont créé ce que j'estimais à l'époque être, je pense que j'avais raison, le premier parti au sens vrai du terme de la modernité. Ça n'a jamais existé avant. Après, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu notamment en Angleterre au XVIIe siècle. Mais la première fois qu'on avait un véritable parti révolutionnaire, muni d'organes de contrôle, avec une idéologie de combat, avec des chefs, une hiérarchie, c'était ça. Et là, on pouvait voir à l'état cristallin, à l'état pur, on pouvait voir comment fonctionnait une idéologie religieuse, comment la religion était devenue, dans la main de ces gens-là, un outil de combat, une véritable idéologie de combat. Alors, et d'ailleurs, c'est une autre leçon que j'ai apprise à ce moment-là, c'est qu'il ne jouait pas, c'était pas un prétexte, il y croyait. C'est ça qui est terrifiant. C'est pas un alibi, on va dire. Parce que tous ceux qui disent, vous savez, des rationalistes autour de nous qui disent, mais il dit ça, mais il ne croit pas, c'est un moyen, c'est une ruse, c'est un subterfuge, c'est pas vrai. Ils y croient. Et c'est ça qui les rend effrayants. Le drame, si vous voulez, c'est que les fanatiques sont des gens sincères et droits. C'est ça qui c'est pour ça que je dis que dans cette affaire-là, il faut préférer les corrompus. Parce qu'ils sont achetables. Alors que le fanatique, lui, il ira jusqu'au bout. Et le bout, c'est votre bout à vous. Été 74, vous retournez en Israël, donc,
Et là, vous découvrez un pays très différent. Donc, on passe de la guerre des 6 jours à la guerre du Kippour. C'était un tournant, cette guerre de Kippour pour le pays? C'était un tournant. C'était pour la première fois qu'on découvrait que nous étions vulnérables. Même si, du point de vue purement militaire, la victoire d'Israël, de Tzahal, dans la guerre du Kippour, était plus éclatante encore que celle de la guerre des 6 jours, étant donné les circonstances dans lesquelles nous l'avons faite, cette guerre. Et donc, oui, nous étions vulnérables. On nous a pris par surprise et on a découvert l'étendue de notre arrogance. Pourquoi c'est arrivé, cette guerre du Kippour? Parce que l'élite politique et militaire d'Israël disait sans arrêt, ils n'oseront pas. Ils n'oseront pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils connaissent notre puissance. Et donc, il est arrivé que malgré les avertissements, malgré les suppliques, Sadat vraiment suppliait, ils n'ont rien voulu entendre. Parce que nous étions, parce que nous étions puissants. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point le différentiel de puissance qui est réel peut vous aveugler. Et de ce point de vue-là, la guerre du Kippour a été un vrai tournant. La guerre des 6 jours, encore plus, puisque nous a donné ce mini-empire dont nous n'arrivons pas à nous dépêtrer et qu'il a changé ces conquêtes ont changé la nature de notre combat, de notre guerre avec les Arabes et les Palestiniens. Et puis la guerre du Kippour, parce qu'ils ont compris que nous n'étions pas invulnérables. Alors, aller-retour toujours entre situation politique et votre carrière, Elie Barnavi. Il y a un tournant. C'est un livre qui s'appelle Israël au XXe siècle, paru en 1982. C'était pour vous l'occasion de réfléchir systématiquement à l'histoire d'Israël, à son idéologie fondatrice, que vous dites, au trait particulier de sa manière d'être au monde. C'est quoi la manière d'être au monde d'Israël? C'était une commande, ce livre. C'était une commande des Presses universelles de France. Ils m'ont demandé cela alors que je n'étais pas officiellement un spécialiste de l'histoire d'Israël. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Je trouvais ça intéressant. Et effectivement, ça a été un tournant dans la mesure où il m'a projeté dans l'histoire contemporaine. Sa manière d'être au monde, nous sommes tous individus et peuples, nous avons une manière d'être. Et Israël a une manière d'être qui est très singulière, un régime qui est très singulier. Donnez-nous quelques qualificatifs. C'est déjà une démocratie libérale avec une très forte charge religieuse. Ça, c'est pas vraiment courant. C'est à la fois, oui, une vraie démocratie. Enfin, ça l'a été jusqu'à maintenant, du moins. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais avec un substrat biblique, religieux. Vous me direz, les Américains, c'est pareil. Les Américains, c'est pareil, mais ils n'ont pas ça dans leur constitution. Nous, on a ça dans notre constitution. Quand je dis constitution, ce n'est pas nécessairement une constitution écrite qu'on n'a pas, mais dans nos lois. Et il y a une liste comme ça, en quoi nous sommes effectivement particuliers. Et je voulais comprendre cela. Vous savez, on dit, puisque nous sommes un État juif et démocratique, n'est-ce pas? C'est ça Et des bons esprits, des gens très intelligents disent, mais ça ne va pas, ça ne peut pas être, c'est un oxymore. On ne peut pas être juif et démocratique. Et ils expliquent de manière très savante pourquoi. Et pourtant, ça a été le cas. Et c'est encore le cas. C'est-à-dire, dans la vie des peuples, comme dans la vie des individus, on ne vit pas d'après des schémas intellectuels précis, aussi convaincants, semble-t-il. Il se trouve que Israël a été et est toujours une démocratie imparfaite, mais qui fonctionne, et un pays juif qui n'est pas non plus parfait, puisqu'il n'y a pas que des citoyens juifs. C'est un mélange, si vous voulez. C'est une espèce
allez, le seul mot qui me vient à l'esprit, vous me pardonnerez, c'est un peu bordélique tout ça. C'est pas, ça Vous auriez pu dire balagan, peut-être. Oui, ça ne correspond à aucun critère parfaitement défini par le droit constitutionnel et par la science politique. Et pourtant ça marche. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'essaie d'expliquer dans ce livre, comme dans tout ce que j'écris depuis. Ça marche et il faut le défendre. Il faut le réformer, mais il faut le défendre. Parce que c'est une expérience humaine unique, comme toute expérience nationale d'ailleurs. En tout cas, ce livre vous a promu aux yeux des journalistes au statut de spécialiste des affaires israéliennes et proche-orientales. C'est de là que date finalement votre dire à quel point ils sont sérieux. Votre renommée médiatique. Vous entamez à ce moment-là une carrière de bon client pour les médias qui ne s'est jamais démentie, je crois. Elie Barnavi, il faut qu'on aille vite évidemment parce que le temps presse, mais je voudrais qu'on fasse un gros plan à nouveau sur une date, 4 novembre 1995, il y a 27 ans donc. Vous vous trouvez place des rois d'Israël à Tel Aviv, qui allait devenir la place Rabin. Et c'est dans la foule que vous avez choisi d'écouter le discours du Premier ministre. Vous ne pensiez pas qu'il était possible que Yitzhak Rabin soit tué? Alors, il faut dire d'abord que j'étais l'un des organisateurs de cet événement. Je faisais partie d'une association créée par un grand monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Jean Friedman, un héros de la guerre aussi, et puis un franco-israélien. Il a beaucoup fait pour la paix. Et avec lui et d'autres, nous avons voulu cet événement pour montrer à Rabin qu'il n'était pas seul. Et que malgré les cris de haine, les manifestations hostiles, le peuple d'Israël était avec lui. Et il était réticent, et nous avons réussi à le convaincre pour son malheur et le nôtre. Et c'était un événement absolument inouï. C'est sans doute l'événement collectif le plus impressionnant auquel il m'est jamais été donné de participer. Et au bout de cet événement, il est assassiné. Alors imaginez la tragédie à l'antique que vous avez là. Vous avez un moment d'apothéose. Il n'a jamais été aussi heureux. Il a chanté, il avait une voix épouvantablement fausse, une très bonne voix grave. Et il était heureux. Il a regardé cette marée humaine et il s'est dit, c'est gagné. Et au bout de cette nuit, il est assassiné. Et donc, là, je n'avais pas compris à l'époque. On a beau avoir des outils d'historiens, de politistes, tout ce que vous voudrez. L'histoire est quand même plus maligne que nous, ou et se joue beaucoup de nous. Je me suis dit à l'époque, et je l'ai écrit, et je l'ai dit souvent, la mort d'un homme, au point où nous en sommes, ne changera rien, même si cet homme était Rabin. C'est arrivé trop loin, c'est enclenché, des accords existent, voilà. Il a fait ce qu'il fallait, il a été assassiné, c'est une tragédie humaine et politique, mais on s'en sortira. Eh bien non, on ne s'en est pas sorti. Et l'assassin a compris cela, mieux que moi. Il était tapi, quand vous viendrez à Tel Aviv, je vous montrerai exactement où. Il était tapi là, il attendait les deux, Rabin et Pérez, parce qu'il voulait tuer les deux. Et à cause d'un incident de parcours que vous racontez dans le livre, d'ailleurs. Que je raconte dans le livre, il n'arrive pas. Seul Pérez descend, il le laisse partir parce qu'il comprend que c'est Rabin qui est le plus important. Et il abat Rabin. Il a compris que ce processus-là était lancé, mais qui n'avait pas abouti. Et il réussit à le dérailler complètement. Et pourquoi, au nom de quel marxiste de pacotille, on aurait décidé que l'homme n'est rien et que les courants profonds sont tout. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assassinat de Lincoln, qui avait déjà gagné la guerre de sécession. Et bien sûr, l'assassinat a déraillé le processus de reconstruction de l'Amérique. Et là, pour des décennies,
Et là, il a empêché l'Amérique de progresser vers les droits civiques, vers une véritable démocratie. Alors, est-ce que nous pourrons nous sortir de cette affaire? Alors, disons un mot, puisqu'on évoque la mémoire de Rabin, quand même, de ces élections, Elie Barnavi, qui viennent de se tenir en Israël. Victoire donc d'une coalition de droite. 64 sièges pour Netanyahou, et il faut noter 32 pour le Likoud, et puis quand même 32 pour les sionistes religieux et les orthodoxes, ce qui fait un gouvernement presque paritaire entre des religieux et le Likoud. Non, ils sont majoritaires, les religieux sont majoritaires dans le... Oui, mais je veux dire, le Likoud a 32 sièges sur 64. Est-ce que c'est la seconde mort de Rabin, cette élection-là, à nouveau? On l'a tué tant de fois, le malheureux, depuis qu'il a été... Non, ce qui est dramatique, bon, il faut se rappeler quand même que l'écart de voix entre les deux camps était ridicule. 3700 voix. C'est-à-dire qu'il y a eu d'énormes erreurs politiques commises dans le camp des anti-Bibi, comme on les appelle. Mais il est vrai aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité amère, que les nationaux religieux ou le judéo-fascisme, comme on voudrait les appeler, n'ont pas cessé de monter en force. Et je vais vous donner juste un exemple. Dans les années 80, au mi-temps des années 80, quand Kahana crée son parti, vous vous souvenez de Meir Kahana? Oui, dont on dit d'ailleurs que Ben Gvir avait son portrait dans son salon. Exactement. Il crée donc le parti Kach et il va aux élections et il réussit à se faire élire, lui seul. Et quand lui monte à la tribune, tout l'hémicycle, y compris le Likoud, avec Yitzhak Shamir en tête, se lève et quitte l'hémicycle parce qu'il est considéré comme un lépreux politique. Et d'ailleurs, en 1988, il est banni, son parti est interdit pour racisme. Bon. Ses disciples... Est-ce que ce sont les mêmes vraiment, Elie Barnavi? Parce qu'ils ont un discours qui s'adoucit. Non, ils se réclament. C'est pas, il s'adoucit. Il se réclame de ça. Itamar Ben-Gvir, qui réclame le portefeuille de la sécurité intérieure. Je me souviens de lui à la télévision, dans les journées qui ont précédé l'assassinat de Rabin, agitant l'emblème de la voiture du Premier ministre et en disant nous avons réussi à avoir ça, on aura aussi lui. 2 semaines après, il était assassiné. Voilà cet homme. Lui, il a toujours le portrait de Kahana sur son... Et il avait aussi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le portrait de Baruch Goldstein. Dans son salon, Baruch Goldstein, je vous rappelle, c'est ce colon ultra-orthodoxe qui a assassiné, qui a massacré 29 musulmans en prière au caveau des patriarches en 1994. Voilà les hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer, évidemment? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Netanyahou n'est pas du tout à l'aise avec cette coalition-là, bien que ce soit lui qui l'ait faite. Hein. C'est lui qui les a fait entrer dans le gouvernement, à la Knesset. C'est son œuvre. Et en même temps, il comprend que politiquement, ce n'est pas très bon pour lui. Netanyahou, qui n'est pas un extrémiste, hein, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un conservateur, il a toujours fait en sorte d'avoir un parti à sa gauche pour pouvoir équilibrer. C'est terminé. Netanyahou est aujourd'hui à la gauche de son gouvernement. Effectivement, bon, on verra la suite. Je me rends compte qu'il est déjà presque l'heure de terminer, qu'on n'a pas parlé de ces 2 années passées en France. Alors quand même, Elie Barnavi, en tant qu'ambassadeur d'Israël en France, c'est une période difficile. L'intifada s'est emballée, puis après, Sharon est arrivé. Vous êtes devenu l'ambassadeur de Sharon. Bref, quel souvenir vous gardez globalement de cette expérience? Je crois que ce n'est pas forcément toujours un bon souvenir. Disons que c'était 2 années très difficiles, vraiment difficiles. On n'a jamais autant... On est en novembre 2000, à votre nomination. Oui, mais jamais autant travaillé, jamais autant agité.
C'était des années sous tension, puisque c'était effectivement, comme vous le rappelez, des années d'intifada. Et c'était des années politiques compliquées, parce qu'après, j'étais nommé par un gouvernement de gauche, par Barak Ben-Ami, Ben-Ami, ministre des Affaires étrangères, qui est un copain de l'université, un collègue de l'université de Tel Aviv. Et je me trouve avec un gouvernement Sharon Peres. Et des deux, je ne sais pas lequel est le pire. D'ailleurs, c'est Peres qui m'a débarqué. Ouais. Ce n'est pas Sharon. Et donc, j'ai un sentiment très, très mêlé de cette expérience. Et en même temps, quelle formidable expérience. C'était un livre ouvert, un livre de politique ouvert. J'ai appris une foule de choses en ces 2 années-là. J'ai essayé de servir autant que j'ai pu de paratonnerre, de servir du mieux que j'ai pu. Et j'ai emporté avec moi, comme je l'ai dit d'ailleurs, un formidable carnet d'adresses. Donc ce n'est pas rien. Le bilan n'est pas désespéré. Mais alors, en plus, mais c'était peut-être ça l'essentiel, je voulais ce poste. C'est quelque chose qui me fascinait. C'était l'occasion, c'était ça dans mon fantasme. C'était le poste qui me permettait de mettre ensemble, d'unir les deux amours de mon être public, Israël et la France. C'était être l'ambassadeur de la France chez moi, l'ambassadeur d'Israël ici. C'était ça le fantasme. Alors, en quelle mesure je suis parvenu, c'est à vous de me dire. Ouais. Voilà, vous nous dites d'ailleurs sur quel bilan quittais-je mon poste dans le livre. Vous connaissez la réponse? Vous vous en souvenez? En fait, il n'y avait pas de bilan. Ouais. C'est ce que vous dites. La vie des ambassadeurs est un recommencement sans fin. Ouais. Voilà, ouais. Effectivement. Ouais. Mais dans le livre, ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est tous les portraits que vous tracez de tous les personnages, politiques ou autres d'ailleurs, que vous rencontrez. Et on voit que vous êtes à la fois très, très discret, mais en même temps, vous avez l'art du croquis du personnage. Je recommande évidemment aussi pour ça la lecture du livre. Bon, on n'a pas tellement le temps de parler de l'Europe et du musée de l'Europe, bien que ça soit l'une de vos préoccupations essentielles après cette période. Peut-être, comme vous venez de Bruxelles et que vous allez repartir demain, vous pouvez quand même nous dire un mot de ce qui vous pousse à créer à Bruxelles un musée de l'Europe. Je parlais d'Israël et de la France. Je dois ajouter le troisième terme du triptyque, c'est l'Europe. Je suis un Européen convaincu et excité. Je trouve que l'Europe est un formidable saut de civilisation, si vous voulez. Et j'envie les Européens de s'être dotés de ce cadre commun que j'aimerais beaucoup transposer chez moi. Si on pouvait faire l'Europe au Proche-Orient, c'est formidable. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas naïf à ce point. Et donc l'Europe, quand on songe, je fais l'histoire de l'Europe depuis des années, quand on songe d'où elle vient et ce qu'elle accomplit, c'est une formidable réussite. Et j'aimerais qu'elle puisse aller plus loin. J'ai écrit un livre dont je dis quelques mots dans ces mémoires, un livre que j'ai appelé L'Europe frigide, il y a quelques années. Et c'est sur un projet inachevé. Et c'est sur un projet inachevé. Vous savez quoi? Vraiment, je le recommande. Parce que c'est un petit livre, mais presque un pamphlet. Mais j'y mets à la fois toute la passion que j'ai pour cette expérience et l'impatience de m'apercevoir que les Européens ne sont pas toujours à la hauteur de leur propre projet. Où en est-on aujourd'hui, Liban Navi? Guerre en Ukraine, montée des populismes, dissension même dans le couple franco-allemand. Comment vous voyez la suite de cette aventure européenne? Je suis plutôt confiant. Je crois que l'Europe, du coup, elle est arrivée trop loin pour qu'elle soit défaite. Défaite au sens où on défait quelque chose. Et les crises successives lui ont servi de carburant. Le Brexit a été formidable de ce point de vue-là. Ils se sont aperçus. Et du coup, les peuples européens se sont serrés autour de l'Europe. Pas nécessairement par idéologie, mais parce qu'ils se sentent rassurés par l'Europe. Ça les protège. Et donc, je pense que même l'Ukraine va jouer ce rôle-là.
Bon, il faudrait parler de l'Ukraine toute une soirée, de cet effroyable scandale que l'agression russe contre l'Ukraine. Mais je pense que les Russes sont partis pour perdre cette guerre, à condition que les Européens tiennent bon, et les Américains. Ça, c'est très important. La bataille de l'opinion publique est la plus importante. Jusqu'à maintenant, ça marche. Il ne faut pas que le thermomètre tombe au-dessous de 18 degrés. Vous voyez à quoi ça tient. Et ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est qu'il ne se trouve pas un seul dirigeant européen. C'est lui, honnêtement, qui s'en approche le plus, c'est quand même Emmanuel Macron, qui tienne aux Européens le langage que Churchill a tenu en 1940, en 1939. Un langage de vérité, un langage de brutalité, pour dire aux Européens, oui, nous allons souffrir. Pas comme les Britanniques sous le Blitz, il ne faut quand même pas exagérer. Nous aurons un peu plus froid, ce sera un peu plus difficile, mais il y va de notre civilisation. C'est de ça qu'il faudrait parler. Et c'est vrai que Macron a des collègues qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce point de vue-là. Du point de vue qui importe le plus, qui est le lyrisme. Ce qui manque aux dirigeants européens, c'est un peu de lyrisme. Alors, M. Scholz, c'est le lyrisme, c'est pas vraiment... Elie Barnaby, bon, on va donner la parole à la salle dans un instant, mais j'ai encore deux petites questions personnelles, puisqu'il s'agit de confession. David, votre fils, donc celui qui a repris le nom de votre nom de votre mère, vous a donné votre père, pardon, si je m'y perds, vous a donné votre premier petit-fils Thomas, né le 12 octobre 2016, qui est aujourd'hui donc 6 ans, si je ne m'abuse. Les parents de Thomas n'ont pas voulu le circoncire. Vous avez essayé de les faire changer de position, en particulier en invoquant la mémoire de ce grand-père qui, dites-vous, tout athée qu'il fut, en eût été meurtri. Rien n'y fit. Et votre conclusion est la suivante. Un incirconcis au prénom chrétien, donc de Thomas, la totale, quoi. Est-ce que ça vous chagrine encore, Elie Barnaby? Ça m'a choqué dans la mesure où c'était la preuve d'un certain mépris pour la filiation. Alors, c'est vrai que c'est une mode en Israël aujourd'hui. Il y a tout un courant de jeunes gens comme ça, très à la page, très à la mode, très à gauche, qui estiment que la circoncision est un reste un rite barbare, ce qu'il est, évidemment. Et alors, je dis, c'est pas le problème. Et je suis effaré par l'ignorance de ces gens-là, par l'incapacité à comprendre que il y a tout de même des choses qui nous dépassent et qui font sens dans la collectivité. De la même manière que je n'ai jamais réussi à le convaincre que pour aller au concert, ou même pour se marier, il serait bon qu'il mette un veston. C'est extraordinaire. Ça, c'est pour contrarier votre élégance naturelle, Elie Barnaby. Non, mais c'est extraordinaire. Imaginez que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas le sens de la fête vestimentaire. C'est-à-dire que n'importe quelle, la moindre tribu d'Amazonie, c'est que pour des fêtes du village, de la tribu, il faut des plumes, c'est spécial, le sens de la fête. Rien. Et ils s'en font vertu. Et je me dis tout de même, j'espère qu'on en sortira un jour. Quand il m'arrive d'aller à l'opéra ou au concert, et quand je vois comment ils sont accoutrés, je me dis que même pour un concert de rock, ce n'est pas... Mais c'est comme ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. J'espère qu'on en viendra, vous savez, c'est faire de mode finalement. En revanche, cette histoire de circoncision m'a déplu parce que c'était vertigineux. Imaginez des siècles et des siècles de filiation. Et paf, brusquement.
Ça s'interrompt. Ça je trouvais... Ça, c'est le cas de le dire. Ben, une toute dernière question, Elie Barnavi. Vous avez parlé d'élégance. On connaît votre élégance. Vous parlez aussi dans votre livre, je vais le faire vendre davantage, de vos relations amoureuses. Vos confessions d'un bon arien, ça pourrait plus s'intituler Journal d'un séducteur, si le titre n'était pas vraiment pris. Quelle horreur. Non, vous avez été beaucoup courtisé dans votre vie, semble-t-il. Alors, je vais par exemple raconter l'histoire que vous racontez. Lorsqu'à 20 ans, vous êtes dans un bistrot du quartier latin, la serveuse qui a une soixantaine d'années vous dit « Ah, si vous aviez 20 ans de plus et moi 20 ans de moins, qu'est-ce que nous ferions pas ?» Est-ce que ça n'a pas été trop difficile à vivre quand même, Elie Barnavi? On ne prête qu'aux riches, décidément. Non, non, disons que j'ai toujours méprisé les don Juan. Je trouve ça ridicule. Jamais été dans cette affaire-là. Et le peu de succès que j'ai eu, c'était une affaire d'amitié, de séduction. Pourquoi pas? On peut appeler ça comme ça. Mais cette femme, je vais en dire un mot parce qu'elle était formidable. C'était à l'époque, j'étais nouveau dans ce pays, étudiant à la Sorbonne, et c'était un restaurant, une espèce de presque des cantines pour ouvriers. Des étudiants y allaient, des petits fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est devenu une brasserie assez chic, ça s'appelle le Grand Colbert. À l'époque, c'était vraiment un truc très populaire. Et il y avait là cette serveuse qui était une petite vieille, enfin elle me paraissait vieille à l'époque, elle était sans doute beaucoup plus jeune que moi maintenant, sèche, qui avait une voix éraillée, on sentait la Gauloise qui était passée par là. Pour moi, c'était une Parisienne emblématique, si vous voulez. Et elle était assez brusque avec les clients, avec moi d'ailleurs. Et puis un jour, elle m'a dit ça. Il dit, ah petit, si vous aviez 20 ans de plus, moi 20 ans de moins. Et j'ai trouvé ça un compliment absolument extraordinaire. Je n'ai jamais oublié ni le ton, ni la manière dont elle a dit. J'ai trouvé ça magnifique. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On va évidemment vous donner la parole. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à quand on peut prolonger notre séance. Évidemment, l'histoire n'est pas à refaire, mais je voulais vous demander une question concernant les accords d'Oslo. Est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur de construction d'abord ou une erreur de mise en œuvre? Est-ce que l'évolution a pu être différente si ça avait été retoqué ou refait autrement? Merci. C'est une très très bonne question. Et je crois qu'il y a eu un défaut de fabrication. Effectivement. C'était un accord mal fichu, dans ce sens où on a signé un accord sans savoir où il devait aboutir. Et deuxième faiblesse, on l'a laissé traîner en longueur. Et troisième faiblesse, il n'y a pas eu de contrôle, c'est-à-dire on nous a laissé livrer à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions pour que les deux camps pèsent sur le résultat final au gré de leurs intérêts, par des moyens qui étaient destructeurs en eux-mêmes. Nous, par la colonisation, les Palestiniens par le terrorisme. Et ça, c'était un véritable vice de fabrication. Ce n'est pas de la sagesse a posteriori, je l'ai dit à l'époque, je l'ai écrit, j'ai des preuves écrites de ça. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça? C'est le sujet d'une autre conférence. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui disent que ça ne pouvait qu'échouer ont tort. Ça pouvait marcher, ça pouvait réussir, à condition d'avoir fait les choses mieux. D'avoir conçu cet accord mieux et d'avoir des partenaires internationaux capables d'obliger les parties à le respecter. Alors, et puis il y a eu le déséquilibre entre les partenaires. D'un côté, vous avez Rabin. Et Rabin était un homme intègre. C'était quelqu'un qui n'était pas un imaginatif. Pérez était un imaginatif. Lui, Rabin, il fallait le pousser.
Mais une fois qu'il avait pris une décision, il était d'une intégrité inébranlable. Et Arafat, ce n'était pas vraiment ça. Arafat, c'était vraiment un personnage tordu, qui n'a jamais été fichu de changer de costume, n'est-ce pas, d'endosser le costume de diplomate. En fait, il est resté un chef terroriste toute sa vie. Et puis, il faut dire aussi à sa décharge, que nous avons affaire à deux sociétés qui ne vivent pas dans la même époque. D'un côté, une société du premier monde, de l'autre côté, une société du tiers-monde. C'est extrêmement difficile de faire la paix dans ces conditions. Tout s'est ligué contre Oslo. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, il fallait le faire autrement. Merci. Oui, donc, il y a une dame quelques rangs plus haut. Oui, merci. Je sais qu'on demande toujours aux historiens de prédire l'avenir, ce qui n'est pas vraiment leur métier. Mais voilà, comment voyez-vous, étant donné la composition du gouvernement actuel tel que vous l'avez décrit, comment voyez-vous la position d'Israël par rapport au conflit russo-ukrainien? Est-ce qu'il y aura un infléchissement, une balance, je dirais, un peu plus appuyée vers les nationalistes russes au détriment de l'Ukraine? Pour l'instant, vous la qualifiez comment, cette position israélienne? Équilibrée? Non, elle n'est pas, elle est honteuse, elle n'est pas équilibrée. J'ai honte de ce qu'ils font, vraiment, c'est lamentable. Mais pourquoi ils le font? Il y a une raison à cela. La raison invoquée le plus souvent, la plus sérieuse, c'est que la Russie est notre voisin du Nord. Les Russes sont en Syrie. En Syrie, c'est un vrai problème pour nous parce que c'est un pont entre l'Iran et le Liban, entre le régime des ayatollahs et le Hezbollah. Des ânes passent là-bas et nous, on les pilonne pratiquement tous les jours. Poutine nous laisse faire. Et donc, c'est ça la logique de notre position ukrainienne. Si on l'embête, si on arme les Ukrainiens, si on les aide, il va nous chercher noise en Syrie. Moi, je trouve que c'est un misérable argument. Alors, est-ce que Netanyahou et ses amis vont en faire encore moins ou vont appuyer les... Ils ne feront pas ça. Et ils ne feront pas ça pour la bonne raison, s'il y a quand même des Américains et il y a les Occidentaux. Donc déjà, comme ça, c'est assez compliqué. Je ne les vois pas. Donc, s'il faut s'attendre à une espèce de continuité. Il a même dit à un moment, Netanyahou, que peut-être que lui, il songera à offrir un peu plus d'aide. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, la position d'Israël, voilà comment il s'explique par des impératifs jugés stratégiques dans la région et surtout ne pas trop embêter l'ours russe parce qu'il risque de nous créer des ennuis. Moi, je trouve que c'est assez lamentable. Enfin, ça, c'est un autre débat. Merci, madame. Récemment, je suis tombée par hasard sur une phrase de vous que j'avais notée. Alors, je ne sais plus dans quel contexte c'était. Enfin, c'était... vous parliez à la radio. Et vous avez dit que la chute du mur ressuscitait ou allait ressusciter la guerre. Je ne sais pas si... Enfin, je l'ai noté, voilà, je l'ai retrouvé. C'est Barnavi, là, c'est vraiment votre nom qui revient. Oui, et je trouve cette phrase, enfin, qui est d'une certaine actualité, elle ne cadre pas avec ce que vous avez dit sur l'Union européenne. Et enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport? Je ne crois pas avoir dit ça comme ça. C'est-à-dire, ce que je crois avoir dit, parce que je l'ai dit plusieurs fois, c'est que le mur servait en quelque sorte de frontière à l'Europe. C'est-à-dire, on savait, c'est l'un des malheurs de l'Europe, sinon le malheur de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas de frontière. On ne sait pas où elle commence, on sait à peu près où elle commence, on ne sait pas où elle se termine.
Or, des entités politiques qui n'ont pas de frontières, ça ne marche pas. Nous sommes un autre exemple. Nous n'avons pas de frontières non plus. Et donc, le mur servait de ça. Ce n'était pas une frontière sympathique, mais elle servait de ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand il y a eu plusieurs responsables américains pour dire c'est pas bien joli, mais c'est bon qu'il y ait une frontière comme ça, que le mur soit là. Vous voyez? Et lorsque ce mur s'est effondré et que du coup l'Europe n'a plus de frontières et que l'Empire soviétique s'est écroulé, à ce moment-là, l'Est de l'Europe aurait commencé de bouillir des passions nationalistes qui étaient maintenues sous couvercle par l'Empire russe. C'est ça que j'entendais par là. Et effectivement, c'est d'abord la Yougoslavie qui implose, c'est-à-dire la Yougoslavie, création finalement assez artificielle, que seule la poigne de Tito et du régime communiste maintenait ensemble. Dès que tout ça a lâché, alors chaque peuplade a commencé à se battre pour être plus forte que le voisin. Et ça, c'était prévisible. Ça, c'était prévisible. C'est ce qui arrive quand les empires multinationaux s'écroulent. C'est ce qui est arrivé après la Première Guerre mondiale. Tout ça me paraissait évident. Ça ne veut pas dire que fallait regretter le mur, pas du tout. Je pense que ce mur était une balafre sur le visage de l'Europe, qu'il fallait s'en débarrasser. Mais ce que l'Europe n'a pas fait à ce moment-là, elle n'a pas annoncé quelle était finalement sa frontière. Et elle ne le fait toujours pas, Elie Barnavi. Elle ne le fait toujours pas, cette annonce. Est-ce que vous avez des frontières à proposer pour l'Europe? Ça s'arrêterait où, dans l'idéal? Pour moi, la frontière naturelle naturelle, ça ne veut rien dire, enfin, historique de l'Europe, elle s'arrêterait à la frontière russe. C'est tout sauf la Russie et la Turquie, c'est évident pour moi. Parce que la Russie est un monde en soi, et des fois ils ne sont pas demandeurs, on a bien vu. La Russie est un monde en soi, on n'avale pas un morceau comme ça, bien que la Russie soit une puissance européenne, et la Turquie, parce que ce n'est pas l'Europe, je n'ai pas le temps de développer, mais tout le reste, oui, a vocation. Vous savez, l'Europe avait deux limes, comme disaient les Romains, deux limites. Il y avait une limite, était la chrétienté latine, n'est-ce pas, et l'autre limite, c'était l'islam. Bon, ces deux limites n'ont pas grand sens. Mais aujourd'hui, la chrétienté latine, maintenant, des pays orthodoxes sont membres de l'Union européenne, c'est tant mieux comme ça. Et même l'islam n'a pas de sens. Je veux dire, un pays comme la Bosnie-Herzégovine a vocation à entrer dans l'Union, l'Albanie aussi. La Turquie, c'est différent, encore une fois, parce que c'est un monde en soi. Ce n'est pas seulement parce que c'est un pays musulman. C'est parce que c'est un pays, un peuple à cheval entre l'Europe et l'Asie, plus proche de l'Asie que de l'Europe. Et on a bien vu que toute son histoire moderne montre bien que la démocratie turque, qu'on a tant vantée, n'a jamais existé qu'à l'ombre des baïonnettes de l'armée. C'est pas terrible. On peut se poser la question, pourquoi l'Europe a-t-elle du mal à définir ces frontières qui sont assez raisonnables que vous définissez vous-même? Enfin bon, je ne veux pas prolonger non plus mes questions. Parce que l'Europe a toujours eu du mal à se définir comme projet de civilisation. Elle n'a jamais fait ça. Par exemple, c'est vrai aussi pour l'origine chrétienne ou l'identité chrétienne de l'Europe. C'est vrai pour ça, j'en parle dans le livre. Vous vous souvenez sans doute du débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, dans le préambule du traité constitutionnel, débat théorique, puisque ce traité-là, j'avais vu le jour. Et je me suis mêlé de cette affaire-là, n'étant ni européen, ni chrétien, ni croyant, mais historien de religion, historien de l'Europe. Et j'ai eu un débat surréel dans Le Point avec le ministre Bayrou, qui lui est chrétien, catholique, croyant, et qui était contre la mention des racines chrétiennes.
Et moi, je me suis tué à lui dire, mais enfin, à lui, comme tous ceux qui voulaient bien m'entendre, ne pas dire ça, c'est effacer le passé de l'Europe, c'est bâtir un ensemble politique sur du sable. Ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'il faut le mentionner, en disant, bien sûr, que l'Europe n'est plus définie comme un projet chrétien. Il y a eu les Lumières, il y a eu la sécularisation et tout ce que vous voulez. On peut tout dire. Mais effacer ce qui a fait l'Europe, les universités, les autres mendiants, les autres religieux, ça n'a pas les cathédrales, ça n'a pas de sens. Et résultat, vous avez les billets de banque que vous connaissez. C'est-à-dire, et évidemment, si on ne tient pas aux gens un langage chaud, charnel, vous n'avez pas leur adhésion. Et effectivement, l'adhésion des peuples a été compliquée. Et c'est pour ça que l'Europe n'a jamais dit notre projet est un projet de civilisation. Et comme tout projet de civilisation, il se bâtit sur deux axes, un axe géographique, un axe historique. Et donc voilà les peuples qui ont vocation à entrer dans l'Europe et ceux qui n'ont pas vocation, qui sont nos voisins, nos amis que nous allons aider, mais ce n'est pas l'Europe. Ils n'ont jamais été fichus de dire ça. Vous n'êtes pas pour la cancel culture, on comprend, Elie Barnavi, ni pour le wokisme. Vous en dites un mot d'ailleurs dans votre livre, mais bon, c'est un autre débat. Est-ce qu'il reste une dernière question? Oui, peut-être. Je crois que c'est une dame qui est là-haut, qui lève la main, et puis on s'arrêtera là. Elie Barnavi dédicacera son livre donc, à la librairie tout de suite après cette séance. Et voilà, donc vous pourrez évidemment acheter et faire dédicacer le livre. Madame, vous avez un micro? Oui, on vous écoute. Oui, si vous m'entendez. Merci. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question pour revenir sur ce que vous évoquiez en début de présentation, notamment sur la création de l'État d'Israël. Est-ce que vous ne pensez pas que la prise de Jérusalem par les Britanniques en 1917 et donc, in fine, la chute de l'Empire ottoman serait un lien à établir? Et sauf erreur de ma part, je crois que Ben Gourion, dans son discours du 14 mai 1958, ne fait mention du terme Shoah qu'une seule fois. Et d'ailleurs, quand la Knesset, en 1951, décide de la mise en place de Yom HaShoah, en fait, il y a cette idée vraiment de passer à autre chose également. Donc voilà, je me demandais si... Donc là, si on j'ai est en bien cause de la compris, thèse que la Shoah serait finalement l'une des raisons pour lesquelles la création de l'État d'Israël serait le résultat de la Shoah. Si je comprends bien, madame, c'est de dire que ce n'est pas si évident que ça. Et alors que Jérusalem aurait été... Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez dit sur Jérusalem. C'est ça que je voudrais... Alors, vous précisez juste... Non, prenez le micro. Là, vous l'avez tout de suite. Merci. Oui, non, sur l'idée que l'année 1917, avec finalement la prise de Jérusalem par les Britanniques et puis in fine la chute de l'Empire ottoman, de toute façon, mettait en jeu l'idée qu'il fallait réfléchir à la création d'un État, deux États, mais enfin en tout cas à la création d'un État. Et puis il y avait la déclaration Balfour qui est tombée aussi en 1917. Donc c'était quand même dans l'air. Il y avait des nationalismes, il y avait un peuple qui cherchait un État, il y avait un yishuv important, une population juive qui se développait. C'est-à-dire qu'au contraire, enfin, si j'ai bien compris, c'est parce que les Britanniques se sont emparés de la Palestine qu'il devenait, dans l'esprit des dirigeants sionistes, peut-être plus facile, puisque les Britanniques, vous vous en souvenez, ils ont eu un mandat sur la Palestine. Ce mandat devait accompagner ce pays vers l'indépendance, un mandat de la Société des Nations, comme d'autres pays, comme tous les pays de la région. Donc la mission des Britanniques, c'était d'accompagner ce pays vers l'indépendance. Sous quelle forme? Finalement, ça a été l'idée de la partition, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans l'esprit des sionistes, la conquête de la Palestine par les Britanniques était une étape importante, c'était un acte positif. Évidemment, après, les Britanniques ont tourné kazakh, on ne va pas rentrer dans la politique internationale à l'époque, ils voulaient absolument, plus le péril allemand devenait important, la Seconde Guerre mondiale s'approchait, et plus ils ont essayé de gagner les grâces des Arabes, et ils ont tourné le dos aux projectionnistes. Mais à l'époque où ça s'est fait, à l'époque où Allenby descend de cheval par respect pour la ville sainte et entre dans la ville, c'est un jour de réjouissance pour les Yishuv et pour les sionistes. Ils pensent que c'est très important. Jamais ils n'ont renoncé à l'idée d'un État juif, même s'il n'appelait pas comme ça à l'époque.
Oui, pour terminer, ça veut quand même dire que l'État juif était déjà, j'allais dire, dans le processus historique et que la Shoah n'a fait que peut-être déclencher la chose à ce moment-là. Oui, mais je pense vraiment, enfin, vous me conviez à un séminaire, je pense que ce qui a permis, et déjà c'était difficile, c'est le choc de la Shoah qui a rendu l'idée d'un État juif urgente, d'abord aux yeux des Juifs du monde entier. Je vous rappelle que jusque-là, le sionisme était ultra minoritaire au sein du peuple juif. Du coup, c'est devenu l'idéologie du peuple juif. Et ça a convaincu une bonne partie de la communauté internationale qui, avant, ne voulait pas entendre parler. Donc, si vous voulez, sans cette catastrophe ultime, et d'ailleurs, quand on lit les rapports des commissions de l'ONU qui vont dans les camps de réfugiés, on comprend que la communauté internationale, du moins la communauté internationale démocratique, comprend qu'il faut une compensation au peuple juif et surtout, ils comprennent que les Juifs qui restent, Sherit Apleta, comme on les appelle en hébreu, c'est-à-dire le reste du peuple juif européen, n'ont simplement pas où aller. Ils n'ont pas où aller. C'est-à-dire qu'il faut aux Juifs un État à eux. Alors, en France, c'est assez difficile à comprendre cela parce que pour les Juifs français qui revenaient de déportation, ils avaient où venir. Mais il faut penser aux Juifs polonais, aux Juifs roumains. Vous savez, des Juifs qui rentrent chez eux en Pologne et il y a des pogroms en Pologne après la Shoah. C'est ça c'est une réalité qu'on a du mal à comprendre. Donc pour cette communauté internationale, souvenez-vous de l'épisode de l'Exodus, que Ben Gurion, qui était un génie des relations publiques, il exploite jusqu'au bout, à juste titre. C'est une espèce d'immense opération de relations publiques, l'Exodus. Et là, on a eu la sympathie d'une bonne partie du monde et de pas mal de gouvernements, et c'est comme ça que l'État a pu être créé. Et on a tremblé lorsqu'on a compté les voix à l'ONU. Ce n'était pas joué. C'est-à-dire que ceux qui se disent, bon, il y avait le sionisme, il y avait le mouvement sioniste, il y avait les Yishuv, donc l'État aurait été créé de toute façon, je pense qu'ils ont tort. La Shoah était, hélas, très instrumentale dans ça. Merci beaucoup, vraiment, encore, Elie Barnavi. Merci. Merci à vous tous.